fil, comment le lobbying européen a bloqué les contrôles des dispositifs médicaux de sécurité au cours des 10 dernières années. Les législateurs européens ont été au centre d'une tempête de lobbying. Les projets audacieux de révision des règles de sécurité pour les millions d'implants médicaux intégrés aux patients chaque année, y compris les hanches artificielles, les implants mammaires, les endoprothèses, les défibrillateurs et les stimulateurs cardiaques, ont été détruits par une armée de lobbyistes. Pas une fois, mais 2 fois. Une enquête menée par le Consortium international de journalistes d'investigation et ses agences de presse partenaires a révélé comment les plus hautes personnalités politiques et responsables de l'Union européenne avaient été séduits par les déclarations trompeuses de groupes de pression de l'industrie des implants. Ces affirmations ont joué un rôle central dans l'orientation de la politique de l'UE et ont mis fin à toute perspective d'un renforcement fondamental de la réglementation des dispositifs médicaux, d'abord à la Commission européenne, puis au Parlement européen. Les militants de la santé publique estiment que l'Europe a un besoin urgent de règles plus strictes. Même si des dispositifs médicaux ont rallongé ou amélioré la vie de millions d'Européens, l'Union européenne a été durement touchée par nombre des pires scandales mondiaux sur les implants, laissant inutilement de nombreux patients cicatrisés, à l'agonie ou même morts. De grands chirurgiens, des régulateurs, des avocats et des militants ont déclaré que l'approche de l'Europe en matière d'évaluation et d'approbation de nouveaux implants signifie que ses citoyens sont traités comme des cobayes. Implant Fil est une enquête d'un an coordonnée par Elisige, impliquant plus de 250 journalistes de 36 pays, sur les comportements de l'industrie des dispositifs médicaux dans le monde. Il retrace les progrès rapides de la technologie des appareils et révèle que les réglementations en matière de sécurité ont du mal à suivre. Dans le même temps, la pression exercée par les investisseurs sur les entreprises pour accroître leurs bénéfices s'est parfois heurtée aux intérêts des patients. L'attention des investisseurs est souvent formée sur le temps qu'il faut aux autorités de réglementation pour approuver de nouveaux produits. Larry Bigelsen, de Wells Fargo, est l'un des nombreux analystes de Wall Street à avoir identifié un rythme accéléré d'approbation aux États-Unis au cours des 3 dernières années. Dans une note de recherche publiée en juin, il a déclaré que cela avait conduit à un plus grand nombre de patients traités, à une augmentation des ventes et des bénéfices, et finalement à des prix des actions qui ont surperformé le reste du marché. Nous appelons cela un cercle vertueux d'innovation, a déclaré Bigelsen. Cependant, pour commercialiser plus rapidement de nouveaux produits sur le marché, de nombreuses sociétés de dispositifs médicaux se rendent d'abord en Europe, où la réglementation est parmi les plus légères des pays développés. Les lobbyistes célèbrent l'approche de l'UE en tant que nouveau paradigme international. MedTech Europe, la plus grande association professionnelle du secteur dans la région, a déclaré que les règles de l'UE avaient influencé les régimes de sécurité au Canada, au Japon et en Australie. Plus récemment, des lobbyistes américains ont fait pression sur les régulateurs pour qu'ils adoptent les idées européennes. Certains autres pays ont fait plus qu'emprunter des idées en matière de réglementation à l'Europe. Les autorités en Arabie saoudite, en Inde, aux Philippines, à Singapour, en Israël et dans une grande partie de l'Amérique latine balancent des dispositifs ou les soumettent à un contrôle moindre, s'ils ont déjà été certifiés comme étant sûrs en Europe. La hanche de Jürgen. Bien que l'industrie mondiale des implants soit dominée par les fabricants américains et que l'Amérique soit de loin le plus gros marché de vente, de nombreuses entreprises ont choisi l'Europe pour expérimenter leurs nouveaux produits, parfois dangereux.
Cela se fait bien avant que ces nouveaux dispositifs aient été testés à la satisfaction de la US Food and Drug Administration. Les fabricants européens s'inspirent de la réglementation européenne moins contraignante qui permet d'approuver rapidement l'utilisation sans danger de nouveaux appareils. En 2005, Jürgen Thomas était un responsable technique âgé de 48 ans dans une grande entreprise vinicole proche de Fribourg, dans le sud de l'Allemagne, lorsqu'il est devenu l'un des millions de citoyens européens à avoir reçu un implant fabriqué par une société américaine mais pas encore autorisé, comme sûr par la FDA américaine. Sa hanche droite a été remplacée par un joint tout en métal fabriqué par Zimmer Holding, maintenant Zimmer Biomet, de Warsaw, dans l'Indiana. Selon la réglementation européenne, la hanche a été certifiée comme étant sans danger pour l'utilisation en 2003, sans que Zimmer n'ait à fournir de preuves cliniques de sécurité. Au lieu de cela, la société américaine a pu affirmer que son nouveau design de hanche était suffisamment similaire aux autres déjà sur le marché. Avant longtemps, Thomas a déclaré que la nouvelle hanche lui faisait mal. Les débris de métal s'éloignaient de la hanche et se frayaient un chemin dans les tissus et les os environnants. En 2009, il a été opéré pour remplacer sa hanche. Les chirurgiens ont découvert une infection purulente dans l'os qui était devenue grise et avait provoqué un ramollissement. Thomas a déclaré que cela ressemblait à une éponge poreuse, à du fromage suisse, c'est comme ça que l'os est mangé. Il pensait que les règles de sécurité européennes l'avaient laissé tomber et avait entamé une action en justice contre Zimmer. Thomas a déclaré à des partenaires médiatiques de LICIG, les patients sont devenus des sujets de test pour ces entreprises et c'est pourquoi je me sens comme un cobaye. Je suis un ingénieur. Je mets souvent des composants dans des machines, mais elles doivent durer. Le mois dernier, un juge allemand s'est prononcé en sa faveur, affirmant que la hanche Zimmer n'aurait pas dû être mise sur le marché. Après 8 années de lutte judiciaire, il n'a obtenu que 25 000 € de dommages et intérêts, soit 28 600 $, pour des blessures subies, une santé déficiente et le châtiment de la chirurgie corrective, un gros gain selon les normes européennes. Zimmer nie que la hanche artificielle de Thomas soit défectueuse et a interjeté appel de la semaine dernière. Blessures, dysfonctionnements et décès suspects. Thomas a de la chance comparé à certains. De nombreux patients avec des histoires similaires dépensent des sommes importantes dans des procès qui échouent, grâce aux lois européennes sur la responsabilité des dommages corporels qui sont plus favorables à l'industrie que celles des États-Unis. À l'instar de la hanche en métal de Zimmer, de nombreux autres produits ont été développés par des fabricants américains avant d'obtenir leur première autorisation de sécurité en Europe. Ils comprennent Pleuracil, un scellant pour les poumons qui a fui, Robodoc, un appareil chirurgical robotique qui a provoqué une rupture du tendon et des lésions nerveuses, et Brio, un implant de stimulation cérébrale profonde destiné à traiter la maladie de Parkinson, qui a dû être retiré de certains patients après que des fluides corporels se soient infiltrés dans l'appareil et que celui-ci ait cessé de fonctionner. De plus, les patients européens ont été les premiers à essayer le NanoStim, un stimulateur cardiaque révolutionnaire, capable de fonctionner sans sonde, dont certains ont développé des problèmes de pile, et Trilucent, un implant mammaire rempli d'huile de soja, dont certains sont devenus rances, ce qui a poussé les autorités de réglementation à recommander à des milliers de femmes de subir une intervention chirurgicale pour les faire retirer.
Chacun de ces appareils a finalement été rappelé, mis en attente ou abandonné. Malgré l'exposition de patients européens à des dispositifs dangereux, les statistiques réglementaires officielles ne parviennent souvent pas à capturer leurs histoires. Tous les fabricants n'apprennent rien sur les blessures associées à leurs produits. Lorsqu'elles le font, les entreprises sont tenues de déposer un rapport d'incident indiquant qu'un dispositif peut avoir causé un préjudice grave ou mis un patient en danger. Cependant, les circonstances laissent souvent aux fabricants toute latitude pour exercer leur jugement sur l'obligation de déclarer ou non. Malgré leurs limites, les rapports d'incidents offrent la meilleure vue disponible sur les produits médicaux potentiellement dangereux utilisés en Europe. Cependant, les autorités sanitaires nationales refusent de les rendre publics. Les partenaires déclarant de litiges dans 16 pays européens ont passé des mois à accéder aux données détaillées sur les blessures et les dysfonctionnements détenus par les régulateurs nationaux. Mais dans chaque cas, les demandes d'accès à l'information ont été refusées ou ont donné lieu à des réponses incomplètes, pleines d'expressions. En Belgique, les régulateurs ont déclaré qu'il faudrait 5489 jours à une personne pour noircir des données de patients ou des informations commercialement sensibles avant que les documents demandés puissent être diffusés. Au Royaume-Uni, des reporters ont essayé de ne demander que les rapports de blessures liées à Essure, un implant de stérilisation réputé avoir porté préjudice à de nombreuses femmes, mais on leur a dit que cela violerait le secret commercial du fabricant. Les régulateurs de 19 pays responsables de la sécurité de plus de 85% des citoyens de l'UE ont toutefois répondu à une demande de litige concernant le nombre brut de dysfonctionnements, de blessures et de décès signalés. Les données qu'ils ont fournies montrent une forte augmentation du nombre d'incidents rapportés ces dernières années. En Allemagne, les rapports confidentiels ont presque triplé au cours des 9 dernières années. Les 72 responsables qui ont surveillé la réglementation du pays en matière de dispositifs l'an dernier ont reçu 14 034 rapports présumés de blessures et de dysfonctionnements liés aux dispositifs, soit l'équivalent de 54 rapports tous les jours ouvrables, dont 224 rapports de décès. En France et au Royaume-Uni, les rapports d'incidents ont plus que doublé en 9 ans, atteignant 18 208 et 19 559 respectivement. En Espagne, ils ont quadruplé en 7 ans, tandis qu'en Italie, ils auraient quadruplé en 4 ans seulement. Sans données plus détaillées, tels que le nombre d'appareils différents sur le marché et leur fréquence d'utilisation, il est impossible de savoir si le nombre croissant de rapports de blessures et de dysfonctionnements signifie que les produits deviennent plus dangereux. Cependant, plusieurs pays, y compris le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas, ont déclaré que de fortes augmentations en partie reflétaient une amélioration des pratiques de reporting. Récemment, ont-ils expliqué, les fabricants avaient sous-déclaré les incidents impliquant leurs produits. Le docteur Christian Glut, responsable de l'unité chargée des procès à Copenhague au Danemark, a déclaré que la confidentialité des rapports d'incidents constituait en réalité une expropriation d'informations appartenant à des patients, qui devraient être communiquées ouvertement dans l'intérêt de la santé publique. Pour moi, cela a l'air totalement médiéval, a-t-il déclaré. Cela doit être changé de toute urgence. Nous avons besoin de beaucoup plus de transparence.
Ce n'est que si les patients et les médecins ont pleinement accès à toutes les données relatives aux avantages et aux inconvénients qu'ils peuvent prendre une décision éclairée quant à l'utilisation d'un dispositif médical particulier. Bien que l'UE examine actuellement la quantité d'informations à partager avec le public sur un système informatique récemment développé, EUDAMED, la Commission européenne a déclaré à Alicige que les rapports de blessures et de dysfonctionnements resteraient probablement confidentiels car ils étaient commercialement sensibles pour les fabricants. Ronald Boumans, conseiller technique chargé d'aider la Commission à développer EUDAMED, a déclaré qu'il trouvait cela personnellement décevant, tout en expliquant que les autorités craignaient que les fabricants soient moins enclins à partager des informations sur les accidents potentiellement causés par leurs appareils si ces informations étaient rendues publiques. C'est le juste équilibre entre obliger tout le monde à signaler et donner au public l'accès aux données, a déclaré Boumans. Jusqu'à ce que EUDAMED soit entièrement mis à niveau, aucune autorité ne tient même un registre indiquant le nombre de dispositifs médicaux certifiés comme étant sûrs pour une utilisation en Europe. Les régulateurs de certains pays ont déclaré à Alicige qu'ils pensaient qu'il y avait environ 500 000 appareils sur le marché de l'UE. Toutefois, selon les informations fournies à l'US Institute of Medicine pour son rapport de 2010 sur la réglementation des dispositifs médicaux, le chiffre de l'UE à cette époque était plus probable de 750 000, contre moins de 10 000 produits pharmaceutiques actifs. Parallèlement, les appareils sont également mis à jour régulièrement. De nombreux produits sont remplacés par des modèles mis à jour ou de nouveaux appareils dans un délai de 2 ans, ce qui rend la réglementation difficile. Pendant 9 ans, les lobbyistes ont exercé des pressions sur les politiciens pour rédiger et réécrire leurs projets de réforme des règles de sécurité en Europe, avant que la législation connue sous le nom de règlement sur les dispositifs médicaux ne soit finalement promulguée l'année dernière, prête à entrer en vigueur à partir de 2020. Le processus a duré le mandat de 2 présidents de commission, de 3 parlements et de 11 changements à la présidence du Conseil de l'UE, l'organe qui, conjointement avec le Parlement, adopte les lois. Entre-temps, le dossier des dispositifs médicaux a été transmis à 4 commissaires de la santé successifs avant de se retrouver avec le commissaire européen à l'industrie. Pendant tout ce temps, les lobbyistes se sont battus pour éviter autant que possible le régime de sécurité allégé de l'UE. Pendant plus de 2 décennies, il avait autorisé les sociétés de certification privées à but lucratif, appelées organismes notifiés, à approuver sans risque les produits à haut risque, notamment les stimulateurs cardiaques, les stents, les implants mammaires et les articulations artificielles souvent sans preuve à l'appui. Des essais chez l'homme. La bataille sur la manière dont les dispositifs médicaux devraient être réglementés offre une fenêtre sur la manière dont des lobbyistes bien connectés peuvent écraser un processus conçu pour protéger le public. Les lobbyistes ont séduit les politiciens et les bureaucrates européens avec toute une gamme de tactiques, notamment des affirmations non fondées sur la sécurité, mais aussi des avertissements sombres quant aux emplois perdus, à la hausse des impôts et au choix de soins de santé. À l'heure actuelle, la seule garantie de sécurité donnée aux médecins et aux patients avant l'insertion d'un implant est le petit logo se figurant sur l'emballage ou les instructions, que le patient risque de ne jamais voir. C'est la même marque conformité européenne, certifiant que les exigences essentielles en matière de sécurité et de protection de l'environnement ont été respectées, qui apparaît sur de nombreux biens de consommation vendus en Europe, notamment des grille-pains, des feux d'artifice et des jouets pour enfants.
pushback sur proposition en 2008, des fonctionnaires de la Commission européenne avaient appris que des organismes notifiés, se disputant des affaires, délivraient régulièrement des certificats pour de nouveaux implants à haut risque, sans qu'aucune preuve à l'appui ne soit fournie. La sécurité des patients était menacée, a déclaré la Commission, et l'UE avait besoin de changements fondamentaux qui remanieraient l'ensemble du cadre des dispositifs médicaux. En guise de solution, la Commission a proposé diverses options, notamment le transfert de la responsabilité de l'évaluation des dispositifs à haut risque, y compris les implants, à un nouveau département de l'Agence européenne des médicaments sur un pied d'égalité avec les travaux de l'EMA sur la réglementation des médicaments. En Europe et aux États-Unis, tous les nouveaux médicaments doivent faire l'objet d'essais soigneusement conçus sur des sujets humains testant un niveau de sécurité et d'efficacité acceptable. Des tests rigoureux sont également requis pour les nouveaux appareils très innovants aux États-Unis, mais les exigences pour de tels produits en Europe sont moins exigeantes. Les propositions de la Commission concernant des tests rigoureux contrôlés par l'EMA ont entraîné 200 réponses, dont 117 de fabricants, d'associations professionnelles du secteur, d'organismes notifiés, de consultants et d'experts, 27 d'autorités de contrôle gouvernementales et seulement 33 d'agents de santé et d'universitaires. La grande majorité des répondants étaient opposés à la participation de l'EMA, mais il existait une scission nette entre l'industrie et les organismes notifiés, qui rejetaient fermement l'idée, et les médecins, universitaires, patients et consommateurs, largement favorables. L'Irish Medical Device Association, une association professionnelle regroupant des entreprises internationales telles que Medtronic, Allergan et Abbott Laboratories, a déclaré ne pas être d'accord avec l'analyse faite par la Commission des faiblesses de la réglementation en vigueur. L'industrie des dispositifs ne voit aucune preuve des problèmes allégués ni des raisons pour lesquelles l'EMA présenterait la solution appropriée si ces problèmes existaient bel et bien. MedTech Europe a averti que si les propositions de la Commission étaient mises en œuvre, les soins aux patients et l'accès aux nouvelles technologies médicales risquent, à notre avis, de souffrir. Le groupe de pression a ajouté que les options à l'étude étaient alarmantes, inacceptables ou complètement inacceptables. Ranier Technologies, de Cambridge, en Angleterre, fabricant de disques vertébraux artificiels, a fait part de ses réflexions à la Commission en une phrase. Les propositions étaient, a-t-il dit, essayant de résoudre un problème qui n'existe pas. Cette réponse emphatique aurait pu être la fin de la question. Ensuite, deux scandales très médiatisés ont éclaté à partir de 2010. Les régulateurs français ont découvert que des dizaines de milliers de femmes avaient reçu des implants mammaires susceptibles de se rompre. Les implants avaient été illégalement remplis de silicone de qualité industrielle par le fabricant français Poly Implant Prothèses, PIP, ce qui avait entraîné une réduction des coûts, ce qui avait provoqué un énorme tollé public. Rien qu'en France, plus de 18 600 femmes ont bénéficié d'une intervention chirurgicale d'implant PIP à la suite du scandale. Pendant ce temps, plusieurs fabricants de hanches tout en métal ont arrêté la production, reconnaissant que ces implants populaires chez les patients plus jeunes échouaient en fait à un rythme alarmant. Au milieu du scandale, des journalistes d'investigation des revues médicales BMJ et The Telegraph au Royaume-Uni se sont infiltrés, se faisant passer pour des représentants d'un fabricant de hanches rival et demandant à l'organisme notifié slovaque FPU de fournir un marquage se certifiant leur nouvelle hanche entièrement en métal aussi sûr.
FPU a été secrètement filmé expliquant que son prix est bon et que son travail de certification était très rapide. Par la suite, la firme slovaque a approuvé provisoirement la conception de la hanche des journalistes, qui avait été délibérément conçue pour refléter celle d'un produit dangereux pour la hanche qui avait fait l'objet d'un rappel de sécurité. À peu près au même moment, d'autres organismes notifiés aidaient les fabricants en étendant les règles de différentes manières. En 2012, Meckel Hendrik, ingénieure néerlandaise et spécialiste de la réglementation, est devenue la première personne à recevoir une pilule à base de canneberge, censée traiter les femmes atteintes d'infections des voies urinaires et de cystite, classée comme dispositif médical. Des sociétés rivales, dont Ocean Spray, le producteur de fruits basé au Massachusetts, avaient été interdites de prétendre que leurs produits à base de canneberge avaient une efficacité similaire après une série de décisions de l'Agence européenne de sécurité des aliments. Hendrik était toutefois libre de faire des demandes de traitement autrement interdites, car sa nouvelle pilule, appelée un C, n'était pas réglementée en tant que complément alimentaire. ECM, un organisme notifié basé à Aix-la-Chapelle en Allemagne, a plutôt accordé à Hendrik une certification CE, ce qui lui suffisait pour réclamer des indemnités médicales pour ses capsules de canneberge. Plusieurs concurrents ont rapidement mis sur le marché des dispositifs médicaux similaires à la canneberge, approuvés par des organismes notifiés en France et au Royaume-Uni, à la grande frustration des urologues. Cette lacune a persisté jusqu'à l'année dernière, lorsque la Commission a décidé que l'ingrédient actif des pilules de canneberge ne pouvait pas être un dispositif, car, qu'il s'agisse ou non d'un traitement efficace contre la cystite, il se comportait davantage comme un médicament que comme un dispositif. Hendrik prétend que la décision ne s'applique pas à ces produits INSEE, mais de nombreuses chaînes de pharmacie l'approuvent à présent. D'autres comprimés ont également été classés en tant qu'appareils médicaux, notamment les pilules amincissantes. XLS Medical Fat Bindé, Ingebuddi et Fablaster. Là encore, ELFSA a formulé des commentaires critiques sur l'efficacité des ingrédients de certaines de ces tablettes, mais ces avis peuvent effectivement être ignorés tant que les produits sont classés comme des dispositifs médicaux. Hendrik pense qu'il existe d'autres possibilités de reclassifier les pilules couramment utilisées en tant que dispositifs. Je suis prêt à faire une déclaration audacieuse, a-t-il déclaré à LICIG. Je pense que 5% des médicaments enregistrés ne devraient pas être enregistrés en tant que médicaments, mais plutôt des matériels médicaux. Sous l'impulsion du public, le Parlement européen, qui devrait approuver toute modification des règles relatives aux dispositifs médicaux, a invité la Commission à redoubler d'efforts pour réformer les règles de sécurité. Mais lorsque de nouvelles propositions ont finalement émergé de la Commission en 2012, elles étaient très différentes de ce que la même organisation avait proposé en 2008. Selon une étude d'impact officielle, des recherches plus approfondies ont conduit la Commission à conclure que les faiblesses du système ne suggèrent pas que la réglementation des dispositifs médicaux est fondamentalement non fondée. Il n'était pas nécessaire d'empêcher les organismes notifiés d'approuver la sécurité des implants et autres dispositifs à haut risque, ou de transférer cette tâche à l'EMA. La Commission a expliqué qu'elle avait organisé des réunions ciblées au plus haut niveau avec des représentants d'associations de l'industrie et avec des organismes notifiés. Plusieurs événements d'enquête avaient eu lieu,
mais les archives montrent qu'il était dominé par des groupes de pression de l'industrie, avec peu de spécialistes médicaux indépendants présents et encore moins de groupes de patients. Dans le même temps, les pays où de nombreux emplois dépendent des fabricants de dispositifs médicaux, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande, ont commencé à faire la queue pour soutenir l'industrie. L'analyse d'impact officielle de 80 pages réalisée par la Commission a expliqué comment un nouveau régulateur centralisé était désormais jugé inapproprié. Cela aurait un impact énorme sur le budget de l'UE, sur les fabricants et sur l'innovation, ont écrit les responsables. Parlant aux lobbyistes, ils ont expliqué comment la réglementation en vigueur permettait aux fabricants d'appareils d'implanter de nouvelles technologies de pointe dans les hôpitaux européens pour un coût inférieur à 10 millions d'euros. Le développement d'un nouveau médicament par les entreprises pharmaceutiques fortement réglementées s'élevait à environ 1 milliard d'euros. Le document de la Commission concluait que le rejet de la réglementation plus stricte en matière de sécurité était extrêmement difficile. Plus important encore, a-t-il déclaré, une telle initiative n'apporterait aucun avantage en termes de sécurité pour les citoyens européens. Les études américaines indique que l'évaluation préalable à la mise sur le marché est plus rapide en Europe par rapport à l'autorisation des dispositifs médicaux par la FDA, alors que les niveaux de sécurité étaient considérés comme égaux, a expliqué l'analyse d'impact. Comme l'indiquent clairement les notes de bas de page, il s'agit d'études réalisées par le Boston Consulting Group. Les travaux du cabinet de conseil n'ont pas été cités, mais ils ont été résumés avec précision. Un rapport de Boston Consulting, comparant le nombre de produits rappelés en raison d'un risque grave pour les patients, avait en effet conclu, le nombre de rappels en Europe est identique à celui des États-Unis. Un autre article, rédigé conjointement par Boston Consulting et le California Healthcare Institute, un institut financé par le secteur, a déclaré, pour les dispositifs médicaux complexes, le système européen a toujours offert une voie de mise sur le marché plus rapide. Encore une fois, il a ajouté, le taux moyen de rappel en Europe est presque identique au taux de rappel équivalent aux États-Unis. Preuve inappropriée pour l'élaboration de politiques. Cependant, le document de la Commission ne mentionnait pas que les travaux de Boston Consulting avaient été payés par des groupes de pression du secteur et que ces conclusions avaient déjà été utilisées pour influencer les décideurs. Pas en Europe, mais à des milliers de kilomètres de l'Atlantique à Washington, où ils ont suscité de vives critiques. En 2011, David Nexon, vice-président directeur d'Advamed, l'association professionnelle américaine du secteur des dispositifs, a comparu devant un comité du Sénat américain chargé d'examiner les performances de la FDA. Il s'est plaint de 3 ans de plus pour que l'utilisation de dispositifs médicaux à haut risque soit approuvée aux États-Unis par rapport à l'Europe. Cette tendance inquiétante en termes de retard et d'inefficacité prive les patients d'un accès rapide au traitement et au traitement sans améliorer la sécurité, a déclaré Nexon. Lui aussi a cité les rapports de Boston Consulting. Les rapports ont toutefois suscité de vives réfutations de la part des démocrates de la Chambre, qui ont publié un mémo soulignant ce qu'ils ont appelé des questions importantes sur leur méthodologie et leur pertinence pour servir de base aux nouvelles politiques régissant le processus d'approbation des dispositifs médicaux. Pour étayer leurs propos, les démocrates ont repris les points de vue des rédacteurs en chef de plusieurs revues médicales renommées, qui critiquaient tout le travail de Boston Consulting. Le docteur Rita Redberg,
cardiologue et rédactrice en chef de la revue JAMA Internal Medicine, a écrit qu'elle avait supposé que plus la FDA approuve un dispositif rapidement, mieux c'est. C'est peut-être vrai du point de vue d'une entreprise de fabrication de dispositifs médicaux, mais ce n'est pas le cas. Vrai du point de vue des patients. Auparavant, le Dr Jeffrey Churan, responsable de la réglementation des dispositifs médicaux à la FDA, avait critiqué à plusieurs reprises l'argument supérieur selon lequel la réglementation européenne était supérieure. Nous n'utilisons pas notre peuple comme cobaye aux États-Unis, a-t-il déclaré. En mai 2012, la FDA a publié ce qui constituait une autre réfutation, un document intitulé Dispositifs dangereux et inefficaces approuvés dans l'UE non approuvés aux États-Unis. En énumérant une douzaine d'exemples, la FDA a déclaré « La plupart de ces appareils ont finalement été retirés du marché de l'UE, mais seulement après que des milliers de patients ont été blessés ». En Europe, cependant, de nombreux politiciens étaient plus disposés à accepter les conclusions de Boston Consulting, dont le résumé devint un mantra pour beaucoup. Par exemple, une note d'information préparée par des responsables de la Commission indiquait au commissaire européen en charge de la protection des consommateurs, Neven Mimica, comment répondre à la question de savoir pourquoi l'UE avait abandonné les propositions invitant l'Agence européenne des médicaments à intervenir et à réglementer les implants. La note recommandait ce libellé, cela nuirait à l'innovation et à la compétitivité sans aucune valeur ajoutée démontrée pour la sécurité des patients. Les documents d'information de Boston Consulting, qui ont été décriés à Washington, sont apparus comme une justification du refus de l'Europe de renoncer à une réglementation plus stricte. Mais l'utilisation la plus efficace de ce travail par les lobbyistes s'est faite au-delà des corridors de la Commission européenne. Un appel émotionnel en 2013, les lobbyistes des implants faisaient toujours face à des défis considérables parmi les membres du Parlement européen. Dagmar Roth-Behrendt, parlementaire. Dagmar Roth-Behrendt, parlementaire d'expérience au sein du Parti social-démocrate allemand, s'intéresse depuis longtemps aux questions médicales et déclare avoir toujours considéré la réglementation des dispositifs comme la pierre angulaire manquante du droit européen de la santé. Quand j'ai vu la proposition de la Commission, j'ai su qu'elle ne résoudrait pas la moitié des problèmes que nous avons en Europe, a-t-elle déclaré à des partenaires de l'ICIJ. Alors, j'ai essayé de commencer, plus ou moins à partir de zéro, à écrire de nouveau la législation. Sachant que ce serait un défi de gagner une majorité au Parlement, des compromis calculés ont été faits alors qu'elle écrivait des centaines d'amendements au plan de la Commission. J'ai essayé d'aller aussi loin que possible en me regardant toujours dans le miroir chaque matin. En fin de compte, sa proposition alternative visait une fois de plus à avancer l'idée d'une agence centrale de l'UE chargée d'évaluer les implants à haut risque. Elle souhaitait également que les fabricants démontrent que les dispositifs n'étaient pas seulement sûrs, mais qu'ils apportaient un avantage aux patients. En prévision d'un vote crucial en 2013 sur le plan Roth-Behrendt, MedTech Europe a lancé une campagne de lobbying en ligne, s'appuyant à nouveau beaucoup sur l'affirmation de Boston Consulting selon laquelle les derniers implants de pointe auraient été approuvés 3 ans plus rapidement en Europe sans risque supplémentaire pour les patients. Le slogan de la campagne était « Ne perdez pas le 3 ». Certaines voix à Bruxelles réclament des changements radicaux dans le système qui ralentiraient considérablement le système et retarderaient inutilement les dispositifs médicaux de sauvetage pour les patients.
Sur la page d'accueil, il y avait une vidéo mettant en scène un acteur jouant Florence, une patiente souffrant d'hypertension artérielle dangereusement élevée pour laquelle les médicaments ne pouvaient pas aider. Avoir des dispositifs médicaux réglementés par un organisme central provoquera des retards inutiles de 3 ans, a déclaré le narrateur, soulignant le mot volonté, alors que l'acteur se traînait dans un peignoir dans le couloir d'un hôpital. Florence n'a pas 3 ans. Les règles de l'UE en vigueur signifiaient que le traitement de Florence administré à l'aide d'un nouveau dispositif à base de cathéter qui élimine les nerfs hyperactifs du rein était disponible en Europe depuis 2010, selon le site web de la campagne, qui a depuis été supprimé. Sur le site, MedTech Europe a déclaré que 7 millions de patients américains dans un état similaire attendaient toujours que la FDA approuve le traitement dont ils avaient besoin, ainsi que de ceux de Florence. Les lobbyistes ont affirmé que les réformes de Roth-Beran coûteraient 17,5 milliards d'euros, 20 milliards de dollars, à l'industrie et rendraient les citoyens européens plus sûrs qu'auparavant. Bien que le Parlement ait été divisé peu de temps avant le vote dès octobre 2013, la pression de Roth-Beran en faveur de réformes fondamentales a finalement été vaincue. J'ai assisté à un lobbying considérable au cours des 25 années de mon mandat au Parlement européen, a déclaré Roth-Beran à ses partenaires. Mais la façon dont cela a été fait a été la plus noire que j'ai jamais vue. Et je me demande si les gens peuvent s'entendre avec leur conscience. À peine 3 mois plus tard, aux États-Unis, le premier essai clinique approfondi du dispositif que MedTech Europe a déclaré susceptible de sauver la vie de Florence était terminé. L'étude a porté sur 535 patients dans 87 centres médicaux américains, dont les 2 tiers ont été traités avec un dispositif Medtronic appelé Simplicity, tandis que le tiers restant a reçu un traitement simulé. L'essai a été mené car la FDA n'approuverait pas l'utilisation du dispositif de dénervation dans les hôpitaux américains sans preuve scientifique de son efficacité. Le résultat a suggéré que la technologie de pointe estimée à près de 4 000 $ par patient et censée révolutionner le traitement de l'hypertension artérielle était inutile. Cet essai en aveugle n'a pas montré de réduction significative de la pression artérielle chez les patients présentant une hypertension résistante 6 mois après la dénervation de l'artère rénale par rapport à un témoin factice, ont expliqué les principaux chercheurs. Medtronic a suspendu l'inscription d'autres patients à des essais cliniques aux États-Unis, au Japon et en Inde, qui ont été contraints de réduire la valeur de la technologie dans ces états financiers de 236 millions de $. Les fabricants rivaux ont réagi en mettant un terme à leurs efforts pour développer des appareils concurrents, même si depuis lors, certaines sociétés y compris Medtronic ont tenté d'améliorer la technologie et croient qu'elle sera éventuellement utile à certains patients. Medtronic a déclaré à Alicige qu'il pensait désormais que les mauvais résultats des essais de 2014 résultaient de défauts dans la conception des essais, et non dans l'efficacité du dispositif. À la question de savoir si, avec le recul, il avait surestimé les avantages du dispositif de dénervation utilisé pour traiter Florence, MedTech Europe a refusé de répondre. Nous apportons une contribution aux décideurs politiques afin de les aider à comprendre notre secteur, a déclaré le groupe dans un communiqué à Alicige. Nous espérons que cette information les aidera à créer un environnement réglementaire durable et approprié, qui servira mieux les patients.
Rothberg a déclaré aux partenaires des médias de Leipzig, « Cela me rend très frustré de constater qu'un dispositif utilisé dans ce film de diffamation n'est même plus efficace. » Elle a ajouté, « Je ne savais pas trop si je devais pleurer ou rire. C'était tellement dégoûtant, bien au-dessous de la ceinture. » Mais c'est comme ça que le lobbying a fonctionné et de nombreux eurodéputés des députés européens l'ont craqué. Une victoire pour les lobbyistes bien que les nouveaux règlements de sécurité de l'UE n'aient pas été adoptés avant 4 ans, tout espoir de réforme fondamentale s'est éteint avec l'échec des efforts de Rothberg au Parlement. Lorsque le texte a finalement été approuvé l'année dernière, la commissaire Elżbieta Biekowska, dont le service du marché intérieur est responsable de la réglementation des implants, a déclaré que c'était une victoire pour la sécurité des patients. « Je suis extrêmement heureux que notre pression en faveur de contrôles plus stricts des dispositifs médicaux devienne une réalité. » Le docteur Viteni Andriukaitis, commissaire européen en charge de la santé et chirurgien cardiaque à la retraite, a déclaré qu'il se félicitait du compromis final, qui contient une série d'améliorations essentielles apportées au système actuel. Glenys Willmott, qui a succédé à Rothberg en tant que référence du Parlement européen en matière de suivi et de compte-rendu de la loi sur les dispositifs médicaux, a imputé l'échec de la mise en place de réformes plus fondamentales à ses pairs centristes et de droite. Rothberg est d'accord. J'aurais bien aimé voir cesser les relations financières directes entre les fabricants de dispositifs médicaux et les organismes notifiés qui les évaluent, mais cela n'était pas politiquement réalisable, a déclaré Willmott, soulignant que d'autres opportunités avaient également été manquées. Willmott, qui a maintenant pris sa retraite de la vie politique, a déclaré que le projet de loi représentait finalement un compromis, incluant certaines mesures utiles. À l'instar de la commissaire Andriukaitis, elle a évoqué les nouveaux pouvoirs de nomination d'un groupe d'experts qui vérifiera dans certains cas le travail des organismes notifiés, ainsi qu'une nouvelle exigence consistant à attribuer à tous les implants un numéro d'identification permettant de les suivre. Ces mesures ont été un grand pas en avant, a-t-elle déclaré. Tout le monde n'est pas d'accord ? Carl Heneghan, professeur de médecine fondé sur des preuves à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, a déclaré « La nouvelle réglementation sur les dispositifs donne l'impression de créer des dispositifs plus sûrs, mais davantage de réglementation ne signifie pas nécessairement une meilleure réglementation. » Il a dit qu'il représentait une centaine de pages d'écran de fumée. Le docteur Alain Braillon, consultant senior à l'hôpital universitaire d'Amiens et expert en produits de santé, a déclaré « Les règles de l'Europe consistent à aider les entreprises à vendre plus d'implants, elles n'ont rien à voir avec la sécurité publique. L'Union européenne est une union politique qui vise avant tout à assurer la libre circulation des biens, des services et des capitaux. » Kurt Racke, membre dirigeant de l'Association allemande des comités d'éthique de la recherche médicale, a déclaré « À mon avis, la nouvelle législation ne rend pas le processus d'homologation des dispositifs médicaux plus sûr. Les exigences n'ont pas été considérablement modifiées par rapport à l'ancienne législation. » Le plus fâché de tous était Rothberg. Les dispositifs médicaux doivent être sûrs et fiables. Cela n'a pas été réalisé dans le passé et ce ne sera pas à l'avenir, a-t-elle déclaré. Face aux scandales liés aux dispositifs médicaux, les législateurs et les décideurs qui ont empêché de mieux légiférer ou qui ont assoupli les règles doivent s'expliquer. Pourquoi n'ont-ils pas fait plus pour la sécurité des patients ?
Les organismes de commerce de l'industrie, quant à eux, ont déclaré la victoire. Lors d'une conférence à Berlin, Dario Pirovano, haut responsable de MedTech Europe qui avait travaillé en tant que consultant pour la Commission plus tôt dans sa carrière, a donné une présentation PowerPoint décrivant les succès de l'industrie, y compris les plus importants. Il a indiqué que les propositions d'une autorité publique de l'UE chargée d'évaluer la sécurité, similaire à celle de la FDA, avaient été abandonnées et qu'une proposition visant à imposer des tests d'efficacité, comme c'est le cas aux États-Unis, avait été rejetée. D'autres obstacles majeurs à l'innovation ont été supprimés ou équilibrés, a déclaré M. Pirovano. Pour le groupe industriel MedTech Europe et pour ses membres, a-t-il déclaré, le nouveau régime de l'UE était un résultat positif. En 2016, BMJ a publié une étude indépendante, examinée par des pairs, examinant le dossier de sécurité des dispositifs médicaux approuvés pour une utilisation aux États-Unis et en Europe. L'étude a comparé les profils de sécurité de 206 nouveaux dispositifs approuvés en Amérique et dans l'UE sur une période de 6 ans. Il a constaté que les premiers approuvés dans l'UE étaient associés à un taux presque 3 fois plus élevé d'alerte et de rappel de sécurité. Ici, j'ai demandé à Boston Consulting d'accepter les conclusions de l'étude du BMJ et de répondre aux critiques formulées à l'égard de la méthodologie utilisée dans ses propres travaux. Le cabinet de conseil a refusé de commenter. Ici, j'ai interrogé la Commission européenne sur les différentes conclusions de Boston Consulting et de l'étude du BMJ. Dans une déclaration, il a déclaré « Une comparaison entre le nouveau cadre législatif américain et européen nécessiterait une discussion plus détaillée. » Différentes analyses aboutissent à des conclusions différentes et reconnaissent généralement que chacun des deux systèmes présente des avantages spécifiques. La Commission agit toujours dans l'intérêt européen, et non dans l'intérêt d'un groupe ou d'une partie prenante. Lors de la réforme du système de dispositifs médicaux, les intérêts commerciaux n'ont jamais été privilégiés par rapport à la santé des patients. Des soucis inutiles bien que les nouvelles règles de sécurité européennes aient été adoptées et entreront en vigueur à partir de 2020, certaines des questions les plus controversées ont été laissées en suspens, pour être résolues ultérieurement dans des actes d'exécution. Une préoccupation majeure reste, à quel point les médecins et le public devraient-ils être informés des dispositifs. Pour de nombreux médecins, il est évident de savoir si un nouveau produit a été soumis à des tests rigoureux. Alan Frazee, cardiologue et professeur à l'hôpital universitaire de Pays de Galles, au Royaume-Uni, a déclaré « Nous soutenons qu'il devrait exister des exigences spécifiques pour garantir que les régulateurs donnent accès aux évaluations des dispositifs médicaux par corps tout comme vous obtiendrez de telles informations pour de nouveaux médicaments. » De même, de nombreux experts en santé publique voient un avantage évident à pouvoir analyser les dizaines de milliers de rapports de blessures et de dysfonctionnements soumis chaque année aux autorités de réglementation dans les pays européens. Pendant de nombreuses années, l'intégrité des rapports d'incidents a suscité des interrogations. Au cours du scandale PIP, il est apparu que certains régulateurs s'inquiétaient depuis des années de la tendance de la société française à tirer des conclusions inappropriées lors du dépôt de rapports sur les femmes ayant eu leurs implants retirés. Les rapports d'incidents du PIP régulièrement supposés, les implants coupés et déchirés doivent avoir été endommagés par le chirurgien effectuant la procédure d'explant. Les régulateurs italiens ont déclaré aux partenaires de l'ICIJ que la sous-déclaration était connue et généralisée dans toute l'Europe,
bien qu'il ait affirmé avoir pris des mesures pour remédier à ce problème. Aux États-Unis, la FDA tient un registre public de ces rapports, que les médecins, les patients et les universitaires peuvent consulter. En vertu des nouvelles règles de l'UE, toutefois, les régulateurs devraient continuer à garder confidentielles des informations détaillées similaires. Bien qu'une décision formelle n'ait pas encore été annoncée, la Commission a déclaré à Alicige que la publication des détails des dommages subis par les patients pouvant être causés par des dispositifs médicaux effrayerait le public. Un porte-parole a déclaré qu'il était nécessaire d'éviter toute méfiance et toute inquiétude injustifiée. Une note de service interne de 2015 de la Commission suggère que cette décision politique ne se résume pas à une volonté d'éviter les préoccupations inutiles du public. Il révèle que des responsables de l'UE ont rencontré des lobbyistes de MedTech Europe qui les ont avertis que l'Europe pourrait perdre des investissements si la nouvelle réglementation insistait pour plus de transparence. La note enregistre les lobbyistes demandant aux responsables de l'UE plus de détails sur la relation à établir entre les besoins de transparence et la protection des informations commercialement sensibles. Pour MedTech Europe, explique le mémo, clarifier cela de manière adéquate est essentiel pour s'assurer que l'Europe reste apte à attirer des investissements dans l'innovation et la recherche. Course vers le bas en avril 2017, après sa victoire en Europe, l'industrie des appareils mobiles s'est tournée vers le plus grand marché de la santé au monde, les États-Unis. Ici, la réglementation a commencé à adopter lentement des éléments du système européen plus autonome. La FDA a introduit des règles pour travailler plus étroitement avec les entreprises de certification privée et donner plus de poids aux normes de sécurité développées par l'industrie. L'année dernière, un autre responsable du groupe commercial Advamed a de nouveau comparu devant un comité du Sénat pour donner son point de vue sur les performances de l'agence. Les progrès réalisés au sein du centre d'appareils de la FDA m'ont encouragé ces dernières années, mais l'écosystème d'innovation qui soutient notre industrie reste stressé, a déclaré Scott Whitaker, directeur général d'Advamed. L'horizon temporel pour faire passer une nouvelle innovation du banc au chevet reste trop long. En réponse aux arguments de l'industrie, Churan, le responsable de la réglementation de la FDA pour les dispositifs, a promis à l'agence de réduire d'un quart le temps nécessaire pour évaluer la sécurité des implants à haut risque sur 5 ans. Et dans un article de blog, lui et le Dr Bran Zuckerman, un collègue de l'agence, ont déclaré que la FDA était prête à concurrencer l'Europe sur les délais d'approbation. Les entreprises américaines de dispositifs médicaux sont habituées depuis longtemps à aller à l'étranger, obtenant une autorisation de mise sur le marché dans d'autres pays, puis retournant aux États-Unis pour des essais cliniques déterminants avant l'approbation de la FDA, a-t-il écrit. Nous essayons de casser ce modèle.